Salut à tous, c'est Léo et bienvenue dans le podcast Ascension. Aujourd'hui, podcast flash numéro 28. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce format flash. On va parler aujourd'hui de ton plus gros facteur limitant en escalade. Je commence tout de suite par le petit paragraphe d'introduction. Tu stagnes en escalade, il y a de grandes chances que tu ne travailles pas ton vrai problème. La majorité des grimpeurs pensent connaître leurs points forts et leurs points faibles, mais se trompent complètement. Et le pire, c'est que du coup, ils s'entraînent à côté de la plaque pendant des mois, voire des années. Dans cet épisode, je te prends un cas concret, un grimpeur déjà très solide, qui était persuadé que ses doigts étaient vraiment son point fort, alors que c'était probablement justement son plus gros facteur limitant pour passer au niveau supérieur. On va voir ensemble comment t'évaluer correctement, comprendre ce que valent vraiment tes métriques et surtout comment identifier ton vrai facteur limitant pour que tu puisses arrêter de perdre du temps à entraîner les mauvaises choses tout simplement. Et je commence tout de suite par le sommaire du podcast. Dans un premier temps, on va voir pourquoi on s'auto-évalue souvent mal et indirectement le but c'est que je vous envoie vers la batterie de tests physiques et de vous dire justement de faire les tests et qu'on puisse vous analyser vos tests via le premier appel qui est totalement gratuit. Donc c'est un bilan gratuit qu'on propose pour vous aider justement à identifier ce facteur-là. Mais donc pourquoi on s'auto-évalue souvent mal? Ça c'est la première chose. Ensuite je vais vous parler du coup de l'étude de cas concrète. Cette semaine j'ai eu un appel avec justement quelqu'un qui hésitait à démarrer un suivi, etc. Et du coup c'était un falaisiste qui grimpait dans le niveau 7C, 7C+, si vraiment j'arrondis, et qui en fait avait une croyance, pour le coup je pense qu'elle est limitante, qui pensait que ses doigts étaient un énorme point fort, et en fait plus je lui posais des questions sur ses métriques de force doigt, plus je me rendais compte que en fait c'était clairement un facteur limitant, que ce soit en termes de force, d'endurance de force, etc. Et que sinon sur tout le reste, il était plutôt cohérent par rapport au niveau dans lequel il grimpait. Et voilà, enfin bref, je vais parler vraiment de tout ce cas concret. Je vais te dire aussi pourquoi souvent on se trompe sur ses points forts. Ça, j'ai mis entre parenthèses, arrête de forcer, t'es déjà mutant. Je pense que si vous vous entraînez beaucoup, on a déjà dû vous dire cette phrase-là, en gros de te dire d'arrêter de t'entraîner parce que t'es déjà assez fort et que voilà, va juste grimper, tu vas progresser. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une erreur, comment je l'ai vécu, un peu cette erreur, etc. Et pourquoi il faut aussi se fier énormément à ses sensations pour planifier sa progression, tout simplement. Ensuite, je vais t'aider à bien t'évaluer. Voilà, comment bien s'évaluer. Ça passe par des tests physiques, ça passe par des vidéos, ça passe par des sensations, et de vraiment noter tout ça et de faire vraiment la synthèse de tout ça. Mais je vais revenir sur tout ça en détail. Ensuite, je t'aide à identifier ton vrai facteur limitant. Et souvent, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est parfois ton objectif. C'est-à-dire que des fois, ton facteur limitant, c'est que tu n'as pas d'objectif, mais je vais y revenir en détail dans la partie. Pourquoi un bon entraînement commence par un bon diagnostic? Ça paraît bête dit comme ça, ce thème de partie, mais je vous jure qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui s'entraînent sans se poser les questions avant de démarrer leur entraînement, de pourquoi ils veulent s'entraîner, quel est leur objectif, quels sont leurs facteurs limitants, etc., etc. Et qui au final, en fait, vont grimper pendant 5 ans, 6 ans, et vont stagner en fait parce qu'ils ne savent pas où ils vont, tout simplement. Et donc du coup je commence tout de suite par te dire du coup partie 1, pourquoi on s'auto-évalue souvent mal. Alors déjà dans cette auto-évaluation, souvent quand on est grimpeur et qu'on veut on va dire s'auto-coacher, il y a un problème majeur selon moi, c'est déjà les informations disponibles. Ça, c'est vraiment quelque chose où j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts, c'est ce qu'on appelle la paralyse par analyse, c'est-à-dire que vous allez aller sur Instagram, vous allez aller sur des forums, chercher des informations dans des livres, etc., etc., et vous allez avoir plein d'informations contradictoires, qui sont pas forcément mauvaises en soi, hein, c'est souvent des très bonnes informations, mais mises dans un contexte spécifique, par rapport à un public spécifique, etc., et en fait, vous avez du mal à faire la synthèse et à vous dire, ok, dans mon cas précis, moi qui suis un grimpeur de 7A, qui veut passer au 7B, etc., comment je fais pour m'évaluer concrètement. Voilà, est-ce que je fais un test de blocage un bras? Est-ce que je fais un test de suspension max? Est-ce que je vais tester mon maximum de move sur le Pangulich pied au sol? J'en sais rien. Est-ce que je vais juste tester de faire des benchmarks sur la moonboard et voir où est-ce que j'en suis en termes de niveau? Donc voilà, vous ne savez pas concrètement quoi faire parce que c'est dur en fait de faire la synthèse de toutes les informations, surtout adaptées à votre profil. Donc déjà ça c'est la première chose. Paralyse par analyse, c'est vraiment un problème récurrent, hein, où moi du coup je fais beaucoup de visio avec beaucoup de personnes qui hésitent à commencer un suivi, qui veulent se renseigner, etc. Il y a tous les liens dans la description d'ailleurs pour réserver votre premier appel qui est totalement gratuit. Et du coup souvent ce qui ressort des facteurs limitants des personnes avec qui on a des appels, c'est vraiment cette problématique, c'est que elles ont envie de passer à l'action, elles ont envie de s'entraîner, de bien faire, de progresser, etc. Mais elles ne savent pas concrètement quoi faire parce que les informations sont trop éparpillées, et même au final quand vous écoutez ce podcast,
il y a beaucoup de conseils qui sont pas forcément très personnalisés. Quand je parle de certains ratios, quand je parle de certains types d'entraînement, là j'ai relu quelques commentaires sur YouTube sur la vidéo du coup du protocole F80 qui disait du coup le commentaire en question que la personne elle avait vraiment du mal à grimper le lendemain du protocole F80, etc. Et là c'est vraiment typique du cas où en fait pour cette personne-là, peut-être soit le protocole F80 n'est pas adapté, soit peut-être que ça matche pas ses objectifs, etc. Peut-être qu'elle récupère pas assez vite parce qu'elle mange pas assez de protéines, j'en sais rien. Mais en fait, sans contexte, je peux pas juste donner un conseil générique de dire ah non, c'est juste que tu fais mal le protocole ou que t'es trop faible ou quoi que ce soit. Parce qu'il manque vraiment tout ce contexte. Et c'est ça vraiment que je veux que vous reteniez de cette première partie, c'est que souvent la paralyse par analyse, c'est parce que les méthodes sur lesquelles vous vous basez ne sont pas adaptées au contexte. Donc regardez d'abord plus ou moins votre niveau. Est-ce que vous êtes plutôt débutant? Est-ce que vous grimpez depuis moins d'un an, etc. Est-ce que vous grimpez depuis quelques années? Vous commencez à être à l'aise en escalade de manière générale. Je dis un truc au pif, mais ça peut être à peu près le niveau rouge arcose. Vous commencez à être à l'aise dans le rouge arcose. Vous avez envie de passer des blocs noirs à Arcos, donc voilà, si je prends des cotations, vous êtes dans le 6B bloc et vous voulez passer au 7A bloc, si vraiment je fais des schémas vraiment hyper raccourcis, ou est-ce que vous êtes déjà un grimpeur de 8A qui veut passer au 8B? En général, moi de ce que je vois avec les personnes qu'on a en appel, qu'on coach et qui progressent le plus, etc., la plupart d'entre vous sont plutôt dans la catégorie je suis un grimpeur de 6B, donc en gros rouge Arcos si vraiment j'arrondis, et je veux passer au noir Arcos, c'est vraiment 80% des gens, et après sinon soit les gens qui sont en dessous ou au-dessus, souvent soit ils n'écoutent pas le podcast, ou ils font leur vie entre guillemets, et on n'est pas forcément les plus pertinents pour aider ces personnes-là. Mais voilà, du coup, cette auto-évaluation, souvent elle vient de la paralyse par analyse. Ça, c'est une première chose. Elle vient aussi du fait que souvent quand on s'auto-évalue, on n'est pas objectif avec soi-même. Je vais prendre mon cas personnel, j'ai un gros point faible sur le gainage, de plein de manières, que ce soit sur les métriques physiques, mon record all-time sur le front lever c'est 10 secondes, et encore il n'était pas si propre que ça, du coup c'est juste pour citer une métrique, parce que je vais y revenir un peu plus tard dans l'épisode. Mais voilà, en gros, j'ai un front lever qui est, on va dire, médiocre par rapport à mon niveau de grimpe, sur plein d'autres choses, les sensations sur le mur, etc., le fait que je vais avoir des pieds qui zippent sur la kilter ou peu importe. En fait, je vois clairement que mon gainage, c'est un facteur limitant, je le sais, mais quand je vais me faire mon propre programme, j'ai tendance à le mettre plutôt en fin de séance, donc de faire d'abord, par exemple, les doigts et les tractions, parce que je préfère ça aussi personnellement. Et du coup, le gainage, il va passer au second plan, et des fois, il y a des séances, bon, c'est rare, mais ça m'arrive, où je vais me dire, en fait, c'est bon, aujourd'hui, je suis trop fatigué, je vais pas faire le gainage, je vais direct aller grimper. Et du coup, au final, je stagne, on va dire, sur le gainage, parce que je m'auto-évalue mal en me disant que, en fait, ça va, c'est pas si un gros point faible que ça, je peux juste faire des suspensions, des tractions et aller grimper, et je vais progresser, alors qu'en fait, là, très récemment, j'ai remis un gros focus sur le gainage en délaissant un peu plus d'autres métriques, mais je vais y revenir après dans la partie avec les points forts, où on te dit, voilà, t'es déjà assez mutant, arrête de forcer, et pourquoi c'est une erreur de dire ça. Mais voilà, tout ça pour illustrer que, en fait, on s'auto-évalue mal, parce que même si on s'auto-évalue bien, entre guillemets, où je me dis moi-même, en me coachant moi-même, que je manque de gainage, dans la pratique, je vais pas forcément mettre le gainage en priorité dans mon programme parce que j'aime pas forcément ça personnellement, et voilà, etc. Bref, ça amène à des choix et à des conséquences où au final, je vais stagner parce que j'ai un mauvais gainage et pas parce que j'ai des doigts trop faibles ou parce que je tracte pas assez fort ou assez vite, etc. ou que je suis pas assez résistant. Et ça, vraiment, c'est ce que je veux que vous reteniez en fait de cette première partie sur l'auto-évaluation. On n'est jamais objectif avec soi-même, autant qu'on veuille l'être. Même moi, je suis coach depuis des années, je grimpe depuis bientôt 10 ans, et j'ai du mal à être objectif avec moi-même, de vraiment être hyper impartial et m'auto-juger de manière précise, on va dire, parce que aussi on est des êtres humains, on a tendance un peu à minimiser nos échecs ou nos, comment dire, quand on fait mal quelque chose, personnellement, on va se dire c'est pas si grave. Je prends souvent l'exemple des étirements parce que ça a pas trop d'impact, parce que je suis déjà assez souple de manière globale, mais il y a plein de fois où je me dis je suis censé faire mes étirements 2 fois par semaine, je vais le faire qu'une seule fois, ou alors il y a une semaine où je vais pas le faire du tout, etc. Enfin bref, il y a souvent des séances d'étirement qui sautent, parce que je me dis dans un coin de ma tête, j'en ai pas tant besoin que ça, etc. Sauf qu'au final, je me rends compte que j'ai les fessiers et les ischios qui sont super raides, etc. et que ça pourrait m'aider à être plus mobile au niveau des hanches. Donc voilà, tout ça pour dire que souvent, vous avez besoin d'un regard extérieur pour vous aider à vous évaluer de manière objective. Ça peut être un ami à vous qui grimpe beaucoup plus fort, un mentor, un prof dans une salle, ça peut être nous via le bilan gratuit Du coup, on vous propose ce premier appel de bilan gratuit, il y a tous les liens dans la description.
Mais voilà, en gros, allez demander conseil à des gens, entre guillemets, qui sont plus forts que vous. Alors ça peut être pas forcément plus fort que vous en termes de niveau de grimpe, hein. Ça peut être juste plus fort que vous en termes d'expérience de grimpe. Ça, c'est une nuance qui est très importante, parce que le niveau direct d'une personne n'est pas forcément corrélé à son expérience dans l'escalade et ce qu'elle peut vous apporter. Par exemple, quelqu'un qui est hyper bourrin et hyper physique, qui peut faire des 8A plus sur la kilter, mais qui sait pas poser ses pieds en dalle, en falaise, sera peut-être pas le plus pertinent pour vous coacher si vous galérez à poser vos pieds en falaise. Enfin voilà, je fais des énormes raccourcis et des parallèles un peu bancals, mais c'est pour que vous ayez l'image. Donc en fait, il faut se détacher un peu du niveau réel de la personne qui va vous coacher, mais plutôt de se référer à son expérience. Voilà, depuis combien de temps elle coach, elle a coaché des gens de quel niveau, quels résultats ont les gens qui passent par son coaching, etc. Ça, c'est vraiment selon moi les critères clés pour vraiment juger si un coach va être pertinent pour vous ou pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on affiche tous les témoignages clients, les études de cas, les stories à la une quand on vous fait des petits récaps de la semaine des coachés, etc. C'est pour vous montrer que concrètement, voilà, les gens qu'on coach, ils sont dans tel niveau environ, ils arrivent à progresser de X cotation en 4 mois ou quoi, et ça vous permet aussi de remettre un peu de réalité sur tout ça. Mais voilà, pour cette première partie, c'est vraiment ça. C'est qu'en gros, on s'évalue mal à cause de la paralyse par analyse. Tu analyses trop et tu passes jamais à l'action et du coup, tu ne te testes pas et tu t'évalues pas. Ou même quand tu arrives à t'évaluer, en fait, t'es pas forcément objectif avec toi-même et tu as peut-être besoin d'un regard extérieur pour remettre un peu de structure sur tout ça. Maintenant, je vais passer à la partie 2, donc une étude de cas un peu plus concrète. Donc là, cette semaine, j'avais un appel avec quelqu'un qui potentiellement était intéressé pour commencer un coaching, etc. Et au final, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure solution dans son cas. Mais bref, tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui est falaisiste dans le niveau 7C, 7C+, si vraiment j'arrondis. Et en fait, plus je lui posais des questions sur ses facteurs limitants, subjectifs, de pourquoi, enfin, de son objectif, etc. En fait, il m'a dit concrètement, voilà, je suis falaisiste dans le 7C, 7C+, je veux passer au 8A, 8A+, donc gagner 2 cotations, si vraiment on arrondit. Et du coup, je lui posais des questions sur quel est ton plus gros facteur limitant, comment tu te sens quand tu grimpes, quand tu essayes d'enchaîner à la cotation d'au-dessus, est-ce que tu manques de rési, est-ce que tu manques d'endurance de force, est-ce que tu as juste peur de la chute, j'en sais rien, enfin voilà, de vraiment trouver les facteurs limitants qui l'empêchent concrètement de grimper plus fort. Et du coup, la personne me dit ah mais je suis sûr que c'est pas mes doigts le point faible, c'est même je pense un point fort, mes doigts, etc. Et du coup, plus je creusais en lui posant des questions exactes sur combien de kilos il peut tenir en suspension sur tel ou tel type de prise, est-ce qu'il a déjà entraîné sa force doigt sur la poutre, quel type de séance il peut faire en salle, par exemple du bloc max sur du spray wall ou quoi que ce soit. Enfin voilà, de voir en gros un peu où il se situait en termes de métriques de force et d'endurance de force, etc. sur certaines autres métriques, donc des tests un peu basiques on va dire. La personne me dit quelque chose comme, vraiment je fais des arrondis parce que j'ai plus les chiffres précis en tête, j'ai des pentas de YY où il y a environ une prise de 25 mm j'arrive à me suspendre une vingtaine de secondes au poids de corps et après je suis à l'échec. Donc en gros, poids de corps sur 25 mm à l'échec au bout de 20 secondes. Et après si on fait vraiment des parallèles voilà, par rapport à ses performances lestées, etc. En gros j'arrivais à une sorte d'évaluation où je me disais ok cette personne là normalement, je dis bien normalement, il y a toujours des exceptions etc, mais en gros elle a un niveau moyen de grimpeur de 7 à bloc grand max et du coup ce qui va la limiter en falaise, et du coup c'est ce qu'elle m'a dit aussi dans la visio, c'est le fait que elle est cramée très vite en termes d'endurance de force et quand elle essaye d'enchaîner en fait limite elle est même pas dopée parce que en fait c'est juste qu'elle arrive plus à, enfin cette personne du coup je parle au féminin mais c'était un homme mais enfin bref on s'en fiche un peu de ça. Mais en gros, cette personne du coup me disait que en fait dans l'enchaînement c'était cata un peu en termes d'endurance de force, mais bon il le savait pas vraiment que c'était de l'endurance de force, mais en gros il me disait jamais je tombe dans la voie parce que je suis dobé, vraiment d'avoir les bras en bouteille etc. Et si vous tombez dans votre voie avant d'être dobé, c'est souvent un manque de force parce qu'il y a un pas de bloc qui vous a stoppé, ou parce que vous n'avez pas eu l'endurance de force de faire le crux et après d'arriver au bac de repos et de vous refaire etc. Enfin il y a toujours vraiment un facteur limitant précis. Et là, dans son cas, c'était clairement un manque de force et un manque d'endurance de force au niveau des doigts, mais lui-même était persuadé que ses doigts, c'était clairement son point fort, et du coup, par des démonstrations un peu simples, en lui disant, regarde, normalement, quand t'es dans le niveau 8A ou 8A plus falaise, c'est possible que tu tombes sur des pas de bloc en 7B, 7B+, enfin voilà, après, toutes les falaises sont différentes, tous les profils sont différents, c'est beaucoup moins facile que juste te dire, voilà, t'as la force doigt de faire 7B, t'es censé grimper 8B+, en voie, bien sûr ça je l'entends, hein, et c'est pour ça aussi que je reste hyper précautionneux dans les podcasts en disant que c'est des conseils génériques, c'est des moyennes, c'est des statistiques, etc. sur plein de gens qu'on a testés, sur des bases de données auxquelles on a pu avoir accès, comme par exemple la Smartboard, etc., etc. Enfin bref, je vais pas revenir sur tout, d'où viennent nos chiffres, etc. Mais voilà, en gros, les chiffres, ils veulent dire que
les gens qui sont dans le set à bloc, en moyenne, ont à peu près telle ou telle force sur telle ou telle métrique, etc. Et du coup, nous, après, on peut faire des interprétations en fonction des sensations de la personne, et du coup, en fonction des vidéos, etc. Parce que forcément, on va l'analyser aussi via le retour vidéo. Mais donc dans le cas de cette personne, ça se trouve en fait elle peut encore stagner pendant 5 ans parce qu'elle est persuadée qu'elle ne doit pas s'entraîner en force doigt, aussi parce qu'elle avait un peu peur de se blesser en disant je pense que si je me leste je vais me blesser ou quoi que ce soit, alors que pas du tout en fait. Si vous vous lestez de manière progressive, etc., que vous faites les choses bien en termes de volume, d'intensité, etc., et d'ailleurs pas forcément besoin de se lester, hein, vous pouvez utiliser un capteur de force ou quoi que ce soit, mais en fait se lester ça veut juste dire ajouter une surcharge progressive. Et en fait, peu importe le mode de surcharge progressive, ça peut être juste grimper des blocs plus durs dans un panneau, faire des suspensions lestées sur la poutre, etc., etc. En fait, en fonction de vos contraintes, de votre emploi du temps, etc., il y a forcément une méthode qui est la plus adaptée à votre profil particulier. Donc cette étude de cas, en fait, elle me permet de dire que ça se trouve, vous êtes dans une situation où vous êtes convaincu que, par exemple, vous manquez de force doigt, ou vous manquez de force bras, etc., pour réussir à passer à la cotation supérieure, parce que souvent c'est l'objectif de la plupart des gens aussi, c'est de se dire, voilà, je grimpe du 6B, je vais arriver au 7A, je grimpe du 7A, je vais arriver au 7B. On a peu de personnes vraiment qui n'ont pas un objectif chiffré en termes de cotation ou de couleur dans une salle ou quoi que ce soit, parce que forcément c'est beaucoup plus visuel que juste de se dire j'ai envie d'être plus rythmé dans mon escalade ou quoi que ce soit, parce que c'est un peu moins concret que cocher un bloc de telle ou telle difficulté. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vais pas rentrer dans ce débat-là. Personnellement, j'ai des objectifs aussi en termes de cotation, etc., parce que ça me motive et c'est un peu le pourquoi de se dépasser, d'avoir un objectif précis, etc. Mais voilà, en gros, ça se trouve par rapport à toutes ces croyances limitantes, on va dire, vous allez vous entraîner dans le vide sur des qualités dont vous n'avez pas besoin, aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que, là, si vous êtes persuadé que vous manquez de force doigt et de force bras, vous allez faire un cycle de force, mais en fait, ça se trouve, vous manquez de résistance. Et en fait, du coup, votre gain de force ne va pas vous aider à être plus résistant, ou alors peut-être dans une très petite proportion, et c'est pas forcément ça qui va vous débloquer un niveau de pratique supérieur. Et donc c'est là en fait où l'évaluation, un suivi, etc., et les discussions sur les sensations, les vidéos, etc., c'est hyper intéressant. Mais ça je vais en reparler juste après, avant de du coup vous parler de pourquoi souvent on se trompe aussi, mais sur nos points forts. Ça c'est une erreur que j'ai pu faire pendant un moment. J'aurais pas de date précise, mais ça m'a amené à des petites douleurs, des petites blessures, etc., au niveau des doigts. Et du coup en analysant a posteriori, je me suis dit que c'était une grave erreur ce que j'avais fait en écoutant certains conseils, alors que j'aurais pas dû, alors que ma méthode elle était déjà solide, etc. C'est de se dire que, en fait, une fois que vous avez assez de force, donc comment savoir si vous avez assez de force par rapport à ces fameuses métriques. Par exemple, là, si je reprends mon exemple perso, je me teste sur la poutre, j'ai un ratio de 2,0, je suis censé grimper dans le 8 à bloc, voire plus en termes de difficulté de bloc, mais dans la réalité, j'y suis pas. Et en fait, le constat, il est un peu binaire quand on le regarde comme ça, c'est de se dire ok, je suis censé grimper 8 à bloc mais je le fais pas, mais pourquoi? Et en fait, quand j'analyse concrètement pourquoi je ne le faisais pas, c'est juste que je n'allais pas en extérieur, c'était pas mon objectif, blablabla, etc. On peut en citer des mille et des cents, mais en gros c'est juste que je n'étais pas un grimpeur d'extérieur qui avait comme objectif de grimper 8 à bloc, etc. Et donc c'est pour ça en fait que je n'arrivais pas à concrétiser telle ou telle chose par rapport à certaines métriques. Et du coup, je me disais, c'est bon, j'ai assez de force sur telle métrique, c'est sûr que c'est plus mon facteur limitant, donc je vais arrêter d'en faire. Donc je vais arrêter de faire de la force et je vais faire que de l'endurance, ou que de la puissance, ou peu importe. Et en fait, le problème de ça, c'est que faire de l'entraînement en force, là par exemple, dans mon cas précis, pour faire une étude de cas sur moi-même, on va dire, c'est qu'en fait, ça va quand même vous stimuler votre système nerveux, etc., via les fameux rappels de force. C'est la meilleure manière de faire ça, hein, mais du coup, j'allais y venir ensuite. Mais en gros, continuer à mettre de temps en temps de la stimulation sur de la force, que ce soit en faisant du bloc vraiment max, mais aussi j'avais un peu peur de me blesser, et du coup j'allais pas en fait forcer dans des intensités de bloc max aussi fort que je pouvais forcer sur la poutre, parce que sur la poutre c'est un environnement on va dire safe, contrôlé, où en fait je savais que j'allais pas me blesser sur la poutre, alors que quand j'allais forcer dans des blocs, par exemple sur la moodboard, j'avais peur d'aller dans les 7C, 7C+, parce que je pensais que j'allais me blesser, et je pense que c'était aussi à raison, hein, parce que des fois quand on a peur de quelque chose, c'est que indirectement votre corps vous renvoie des signaux que vous n'êtes pas prêt pour telle ou telle chose, mais ça peut aussi être un facteur limitant. C'est-à-dire que j'ai le cas des fois en suivi de personnes qui pensent que par exemple les blocs noirs à Arcos c'est pas leur niveau, donc elles vont jamais essayer. Mais si vous n'allez jamais essayer, vous n'allez jamais le réussir. Donc c'est aussi ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut trouver un peu l'équilibre entre, c'est ce que je disais aussi dans le podcast, avoir la capacité de, hein, c'est que faut savoir plus ou moins que vous avez la capacité de faire telle ou telle chose, que vous soyez convaincu que vous pouvez le faire si vous y mettez les moyens, le temps, l'acharnement, etc.
Mais aussi, si quelqu'un vous dit, bah oui, vas-y, tu es capable de le faire, et en plus, si tu le fais de vraiment telle manière, en structurant tes séances de telle manière, etc., ça va être 2 fois plus facile d'y arriver parce que tu es sûr que tu vas y arriver, tu vas pas te blesser, etc., etc. Et c'est tout là, pour moi, la plus-value d'un coaching. C'est vraiment ça, en fait, c'est le cadre et qu'on arrive à casser, bah, du coup, certaines croyances limitantes. Et aussi, bah, en fait, c'est vrai que je me perds un peu là, je m'en mêle un petit peu, mais tout est lié, hein, c'est pour ça que je m'en mêle un peu. C'est qu'en fait, quand vous pensez que vous avez un point fort et que vous, du coup, vous arrêtez d'entraîner votre point fort, bah, en fait, vous régressez sur ce point fort. Et en fait, à un moment, bah, j'avais tellement régressé sur les doigts que, bah, en fait, je me suis un peu fait mal au niveau des doigts, des petites inflammations, des trucs comme ça, rien de grave en soi. Mais j'ai dû repartir de plus loin, de refaire un cycle de capacité, etc., etc. Du coup, on va dire soigner mes douleurs avant de pouvoir recommencer à faire de la force et reforcer, etc. Donc du coup, la seule chose à retenir, on va dire, de cette partie-là, sur vos points forts, c'est aussi ce que disait Jean Rivière dans le podcast, c'est qu'en fait, il faut quand même entretenir ces points forts. C'est une grave erreur, selon moi, de penser que vous avez assez de force dans quelque chose, par exemple la force doigt, et d'arrêter de faire de la force doigt parce que vous pensez que vous avez assez de force. C'est très schématique là ce que je suis en train de dire, mais si je peux vous éviter des erreurs et moi ce que j'ai vécu en arrêtant de faire de la force, de régresser et au final de me blesser, etc., bah en fait j'aurais tout gagné via ce podcast. Donc rien que pour ça je suis content de cette valeur-là que je vous apporte via ce podcast. Mais voilà, en gros, c'est hyper important de connaître son facteur limitant, parce que c'est vraiment ça qui va vous empêcher de faire des croix. Là, si vraiment je reprends l'exemple du bloc, bah, si toutes vos métriques, elles sont dans le 8A, mais que votre endurance, elle est dans le 7A, bah, en fait, vous n'allez pas enchaîner des blocs plus durs que 7A, parce que c'est votre maillon le plus faible de la chaîne. Et on dit souvent cette expression, une chaîne n'est jamais aussi forte que le plus faible de ses maillons. Bah, c'est vraiment ça aussi en escalade, c'est-à-dire qu'il y a tellement de facteurs à travailler. Là, je m'acharne sur les facteurs physiques, parce que bah, c'est un peu ma spécialité, on va dire, mais ça peut être la tactique, ça peut être la technique, ça peut être les conditions extérieures, ça peut être la qualité de votre peau. Bref, en fait, il y a toujours un facteur limitant qui, peu importe vos métriques et quel niveau vous êtes censé grimper, bah en fait, si ce jour-là, votre peau elle est dégueulasse et qu'il n'y a pas les conditions, bah vous n'allez pas enchaîner ce 8A alors que ça se trouve, vous êtes margé dedans un jour où il y aurait les condis et où votre peau elle serait parfaite. Donc il y a ça aussi à prendre en compte en fait dans l'évaluation. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec la partie suivante qui est bah, comment toi qui écoutes ce podcast, tu peux bien t'évaluer. Du coup, pour moi, ça commence dans un premier temps par les sensations et les vidéos. C'est-à-dire que je le répéterai jamais assez, mais il n'y a rien de plus spécifique que l'escalade. Et donc c'est-à-dire que peu importe ce que vous faites à côté, rien ne sera jamais plus spécifique que d'aller grimper pour bah, progresser en escalade, ça c'est clair et net. Mais par contre, c'est clair qu'il y a des facteurs limitants et vous pouvez travailler ces facteurs limitants via la prépa physique et autres. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur cet éternel débat. Mais en gros, ça part vraiment de vos sensations. Et j'ai mis des vidéos aussi parce que c'est un moyen de l'objectiver, mais de en gros, voilà comment vous bougez concrètement sur le mur. C'est-à-dire que si sur le mur, vous bougez de manière pas très fluide, que vous réajustez 3 fois chaque prise et que vous avez la sensation d'avoir les doigts faibles, bah en fait, c'est déjà 3 éléments où on se dit, ok, en fait, déjà, tu penses avoir les doigts faibles. C'est subjectif, mais en fait, si tu le penses, c'est que ça l'est peut-être. Dans 90% des cas, ça va l'être. Euh, et du coup, bah, ce facteur limitant t'empêche de grimper de manière fluide, etc. Parce que peut-être t'as peur de te blesser, donc tu réajustes bien 3 fois les prises pour être sûr d'avoir les doigts au bon endroit, de vraiment pas se faire mal, etc. Et du coup, tout ça, déjà, ça te limite. Donc, dans un premier temps, vidéo, sensation. Ça, c'est vraiment très subjectif. Ensuite, la manière beaucoup plus objective, c'est ce que nous on met en place dans quasiment tous nos suivis, c'est de faire une batterie de tests physiques. Je le répéterai jamais assez, je le dis dans tous les podcasts, la batterie de tests elle est gratuite, vous m'envoyez le test sur Instagram, sur le compte Ascension ou mon compte perso Léo Pazek, je vous envoie ça tout simplement, et une fois que vous avez fait les tests, vous pouvez réserver votre appel gratuit pour que justement on vous fasse le bilan et qu'on puisse vous aiguiller au mieux. Mais vraiment, pour moi, c'est ça l'évaluation, c'est un combo de tout ça. C'est-à-dire des sensations concrètes, voilà, vous pensez que dans votre grimpe, vous manquez de souplesse, de rési, de je sais pas quoi, qui en plus est confirmé par des vidéos, c'est-à-dire que voilà, vous pensez être mauvais en talons, on vous filme en train de poser des talons, et en effet, c'est pas très technique, vous n'arrivez pas à forcer sur les talons. Bon bah là, on a deux facteurs très précis. Vous pensez être nul en talons, la vidéo le confirme, bon bah on va travailler sur les talons, ça paraît évident. Et du coup, les tests sont plus là pour s'assurer que vous ayez la capacité de réaliser votre objectif. Et c'est souvent, du coup, le vrai facteur limitant. Ça me permet de faire la transition avec la partie suivante. Je deviens de plus en plus fort en transition. Ça, on peut le remarquer aussi. C'est la partie, du coup, identifier son vrai facteur limitant. Et ce que j'ai mis entre parenthèses, là, sur le sommaire, c'est que j'ai mis que c'était parfois ton objectif aussi le facteur limitant.
C'est-à-dire que la plupart des grimpeurs, j'en vois beaucoup, même quand on est juste à la salle, qu'on discute, etc., ou qui réserve un appel et où on pose des questions, on creuse un peu et au final, on se rend compte que les personnes n'ont pas de réel objectif, sont un peu, on va dire, dans la consommation, c'est-à-dire que elles vont à la salle d'escalade pour faire un peu tous les blocs d'une certaine couleur et voilà, elles sont contentes parce qu'elles ont fait tous les blocs de manière un peu consommatrice, de juste voilà cocher tous les blocs de la salle dans une certaine couleur. Mais elles n'ont pas cherché par exemple à travailler leur technique, à faire de la répétition, à s'améliorer sur tel ou tel point, à travailler son endurance, sa résistance, peu importe. Il n'y avait pas de vrai objectif à leur séance si ce n'est juste voilà, se faire plaisir en cochant plein de blocs dans une certaine couleur. Mais en fait, si votre objectif c'est juste ça, et que ça vous rend heureux, etc., bon bah c'est top. Mais souvent, bah, c'est ce qui vous manque en fait pour passer au niveau supérieur, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'objectif. Votre objectif c'est juste, voilà, je me fais plaisir, je vais à la salle, je consomme l'escalade, entre guillemets, et c'est top, il n'y a rien de mal à ça. C'est pas mal en soi, hein, c'est même très bien, c'est pour ça que les salles d'escalade commerciales ont été créées, je pense, dans un premier temps. C'est vraiment pour permettre aux grimpeurs qui sont juste là en mode, on va dire, loisir, d'aller à la salle quand il fait pas beau dehors, ou que même l'escalade extérieure n'est pas accessible, ça peut être aussi un facteur limitant, je vais y revenir juste après. Mais voilà, en gros, je vais pas rentrer dans ce débat de est-ce que la salle c'est bien, comment il faut se servir d'une salle d'escalade, etc. Mais en général, de toute façon, c'est subjectif, c'est si vous, ça vous fait plaisir et que vous êtes heureux comme ça, etc. Pourquoi changer? Par contre, ce que la plupart des gens ont au fond d'eux, et c'est ce que nous on retrouve dans plein de suivis, etc., c'est qu'il y a vraiment cette frustration au fond de se dire ah mais je fais ça dans le niveau rouge, qu'est-ce qui m'empêche de le faire dans le niveau noir, donc dans le niveau d'au-dessus? Et en fait, souvent, c'est ça qui motive à s'entraîner, à faire plus et à vouloir être meilleur, etc. C'est qu'on voit qu'on va dire on est à l'aise dans une certaine cotation et on veut aller dans le niveau d'au-dessus pour faire la même chose, mais dans le niveau d'au-dessus. Et du coup, c'est ça pour moi le vrai facteur limitant, c'est de s'avouer à soi-même ses objectifs. C'est-à-dire de vraiment prendre le temps de se noter des objectifs et de se dire voilà, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir quand je vais grimper? Ok, c'est de cocher tous les blocs de la salle dans la couleur rouge par exemple. Et au fond, je sens que j'ai un peu de frustration parce que j'aimerais bien le faire dans la couleur noire. Bon bah ça doit être mon objectif. Ça doit être mon objectif de me dire, ok, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, je veux être capable de faire tout le circuit noir de ma salle à la séance, quitte à ce que la séance dure 3 heures ou quoi. Je dis pas que c'est un bon objectif ou un mauvais objectif ou quoi, mais si c'est votre objectif, il faut vraiment le noter, il faut vraiment en être conscient, et après il faut s'entraîner du coup en fonction de cet objectif, et c'est là tout l'intérêt du coup d'un entraînement structuré, personnalisé, etc. C'est qu'en fait un entraînement générique qui s'adapte un peu à tout le monde, comme par exemple, faites par exemple le protocole F80, oui vous allez gagner en résistance, vous allez gagner un peu de force sur les doigts, etc. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ça pour vous épanouir dans votre grimpe? Là typiquement si je reprends l'étude de cas de mon falaisiste qui grimpait 7C, 7C+, qui veut grimper du 8A, 8A+, mais en fait, peut-être que le protocole F80, ça va juste le cramer complètement nerveusement, ça va le dégoûter de l'entraînement, peut-être même qu'il va se blesser en le faisant parce qu'il n'était pas du tout prêt pour ça, parce qu'il n'a pas les prérequis en termes de volume, de capacité, etc. Et en fait, il n'aura pas du tout progressé, il se sera épuisé, et c'est pas ça qu'il lui faut pour passer au niveau supérieur en falaise. Là, ce qu'il lui aurait fallu dans mon étude de cas, c'est des séances beaucoup plus précises, courtes et intenses, sur de la force max, des choses comme ça, ou un cycle de volume pour consolider un peu ses tendons, ses ligaments, etc. Mais en fait, faire le protocole F80, ça lui aurait été délétère sur tous les aspects. Énorme fatigue, pas de spécificité, etc., etc. Et donc du coup, ça me permet du coup de conclure un peu cette partie-là sur identifier son vrai facteur limitant. C'est parfois ton objectif, ton facteur limitant. Tu n'as pas d'objectif précis, tu te perds un peu, tu consommes, on va dire, juste l'escalade de manière un peu passive, et c'est ça en fait qui te limite le plus, c'est que tu n'as pas d'objectif précis. Tu viens pas à la salle ou en extérieur ou peu importe, avec un objectif précis de te dire, ok, cette séance-là, je veux enchaîner tel bloc parce que ça me tient à cœur, parce que la cotation elle m'intéresse, ou parce que la gestuelle elle est intéressante, ou parce que ça me pousse à me dépasser mentalement, ou je sais pas quelle autre raison. Mais en gros, d'avoir vraiment un objectif précis, et ça me fait penser au podcast que j'avais fait avec Jérémy, qui me coach toujours là d'ailleurs sur la partie un peu antagoniste, anneau, etc. Lui, ses objectifs, il disait, ça tient sur un post-it. C'est-à-dire que si votre objectif, il commence à faire un paragraphe, etc., des fois aussi, recentrez-vous sur l'essentiel. Souvent, les objectifs, ça tient vraiment en une phrase, ou en 2 phrases à la limite. C'est-à-dire, par exemple, je veux progresser sur du long terme sans me blesser et à continuer à prendre du plaisir dans ma pratique, tout en réussissant par exemple à passer un 7A+ en extérieur à vue, en falaise par exemple, ou à faire 10 blocs noirs à la séance à Arcos. Mais vraiment voilà, ayez une sorte d'objectif comme ça qui est hyper précis, et après bien sûr est-ce que c'est réaliste, etc. N'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on justement vous pose des questions, qu'on vous évalue et qu'on vous dise bon bah voilà, ton objectif il me paraît réaliste, en tant de temps c'est accessible parce qu'on a déjà coaché des grimpeurs qui ont eu plus ou moins les mêmes résultats, etc. Et c'est là aussi toute la plus-value du coaching, à quel point c'est motivant pour vous de vous investir dans quelque chose en vous disant ah bah
moi j'ai déjà des clients qui sont passés de, je dis des trucs au hasard, hein, c'est pas forcément vrai là ce que je vais dire, qui sont passés de 7A à 7B sur la Kilter en 12 semaines. Bah en fait, si vous savez que telle ou telle personne l'ont fait et que c'est pas un cas isolé, etc., et que cette personne elle avait plus ou moins le même environnement que vous, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, un emploi de bureau, qu'elle pouvait grimper 3 fois par semaine et qu'elle avait des contraintes familiales à côté, en fait, vous dites, ok, en fait, cette personne-là, ça aurait pu être moi. Et ça vous permet aussi de vous identifier et de vous dire, ok, bah peut-être que là, le coaching, cette méthode-là, elle va être adaptée à moi. Donc c'est aussi pour ça, en fait, qu'avoir un objectif, c'est vraiment hyper important et qu'on communique là-dessus aussi sur les coachings. Mais du coup, ça me permet de du coup conclure par la dernière partie. Pourquoi pour moi un bon entraînement, ça commence par un bon diagnostic? C'est tout simple, mais c'est parce que sinon vous vous entraînez au hasard. Et si on s'entraîne au hasard, on a des résultats au hasard. Je crois que c'est Rudy Koya qui disait ça, pour ceux qui connaissent un peu Superphysique, les forums de musculation, etc. à l'époque. Il me semble que c'est lui qui avait dit ça, et je réécoute un peu ses podcasts là récemment aussi, c'est le Superphysique Nutrition Podcast, un peu par nostalgie on va dire de quand je faisais de la muscu, mais il y a encore plein d'informations qui sont hyper intéressantes, etc. Et ça me fait un peu ce côté de nostalgie. Mais si vous vous entraînez au hasard, vous aurez des résultats au hasard. Et en fait, si vous vous comparez à des grimpeurs ou des grimpeuses plus forts, où vous vous dites oui mais regarde lui il fait juste grimper et il a progressé, il a muté, etc. Regardez vraiment l'environnement de ces personnes-là et en fait vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Souvent ils s'entraînent avec d'autres personnes dans un cadre précis, ils sont en club, ils sont en compétition. Je sais pas, si c'est des jeunes grimpeurs, les parents les emmènent en falaise le week-end pour les pousser un peu à performer. Je sais pas, ils ont une poutre à la maison, ils font déjà de la prépa physique en cachette, ils vous le disent pas forcément. Donc en fait vraiment il y a ce truc-là aussi où ça fait un peu la transition indirectement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on a envie de montrer, c'est un prisme, c'est une vitrine, et en fait vous verrez jamais 100% de la réalité de c'est quoi être un athlète, etc. Parce que il y a des trucs qui sont un peu, j'ai pas envie de dire sombres, mais qui sont pas forcément plaisants, où voilà, on voit pas tous les sacrifices qu'il y a derrière, etc. Et en fait, ça fait rêver vu comme ça, mais en fait, si vous étiez vraiment dans cette situation-là, 90% des gens n'aimeraient pas en fait être dans cette situation-là parce que ça amène trop de sacrifices, trop de choses où on peut plus se permettre de faire ces choses-là quand on est vraiment athlète, on va dire. Mais en fait, du coup, tout ça pour dire que tu peux penser là personnellement, toi qui écoutes ce podcast, que beaucoup de gens progressent au hasard. C'est-à-dire, voilà, ils vont juste forcer, ils vont progresser, etc. Mais la réalité, c'est que quand tu parles vraiment à ces personnes-là, que tu leur demandes comment ils ont progressé, quels étaient leurs objectifs, quels étaient leurs facteurs limitants, etc. C'est des personnes qui sont hyper conscientes de tout ça, qui savaient que, voilà, j'en sais rien, elles voulaient grimper un 8B bloc avant d'avoir 21 ans, que du coup pour y arriver, fallait qu'elles fassent de la compétition, être dans tel club, que ça allait l'élever en termes de niveau d'émulation, etc. Et en fait, plus vous creusez, plus vous vous rendez compte que voilà, rien n'est laissé au hasard. Il y a personne qui va à la salle, qui fait juste quelques tours avec les bras pour s'échauffer et qui en 3 ans grimpe du 7C bloc en extérieur, sans objectif précis, sans structure, sans réflexion, etc. Après, je suis pas en train de dire que toutes ces personnes-là sont passées par un coaching, etc. Puisque ça, vous pouvez le faire vous-même, d'avoir la structure, de vous poser les questions, etc. C'est juste que c'est ce que je disais dans la partie 1. Souvent, il y a cette histoire de paralyse par analyse. En fait, c'est pas votre priorité, c'est pas votre expertise de vous auto-évaluer, de faire des recherches sur l'escalade, etc. et de faire la synthèse un peu de tout ça et de vous dire, ok, par rapport à mon profil, toutes les informations que j'ai collectées là, ce protocole, il a l'air bien pour moi personnellement. En fait, ça se trouve, vous avez pris 3 mois à faire cette synthèse et si vous aviez fait un suivi, en 3 mois, vous auriez atteint votre objectif. Je fais des énormes raccourcis, mais c'est un peu pour conclure ce podcast-là. Mais donc voilà, vraiment, si je conclus le podcast, souvent vraiment tu stagnes, toi qui écoutes ce podcast, ou moi d'ailleurs aussi, enfin bref, ou les grimpeurs en général, on stagne parce qu'on s'auto-évalue mal, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas objectif avec nous-mêmes, on sait pas forcément quelle métrique tester, on n'a pas d'objectif précis, et en fait tout ça je le répète, et vraiment de podcast en podcast, etc. J'insiste là-dessus, parce que c'est aussi les personnes qu'on fait le plus progresser avec Ascension, c'est des personnes qui ont un objectif précis, qu'on évalue super bien, qui ont un plan personnalisé en fonction de tout ça, et en fait c'est ça qui marche, et c'est comme ça qu'on travaille, et c'est pour faire la synthèse en fait de tout ça, et vous montrer que voilà, c'est pas du vent tout ce qu'on raconte, on fait vraiment progresser des personnes, on progresse nous-mêmes. Je suis hyper content aussi, bon là c'est l'anecdote un peu personnelle, au moment où j'enregistre le podcast, là je viens de sortir mon projet qui est un 7C plus bloc là, qui s'appelle Mélusine au Sals à Montpellier. Je suis trop content d'avoir sorti ce bloc là, outre la cotation, voilà 7C plus, peu importe, il y en a qui vont dire c'est pas si impressionnant que ça ou quoi. Pour moi personnellement c'était hyper important, parce que c'était un des premiers blocs, on va dire, projet dans lequel je suis allé, où j'ai vraiment eu tout ce processus de décryptage, c'était limite un projet sur plusieurs années. Bon, je suis pas allé tous les ans, etc., mais je crois que la première fois que je suis allé sur le bloc, ça devait être peut-être en 2023, quelque chose comme ça.
juste pour voir, on va dire. Et au final, le bloc, il est resté dans ma tête. Je me suis dit, ah ouais, je veux vraiment le grimper, etc. Ça m'a mis vraiment dans ce processus. Et là, récemment, comme il y avait des bonnes conditions un peu en extérieur, là, je vais pas dire des bêtises, oui, on va dire milieu du mois de mars, là, à Montpellier, je me suis dit, ok, là, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Il fait frais, il y a du vent, il y a du soleil, enfin voilà, en gros, il y a pas d'humidité, et enfin, il fait pas trop chaud. Euh, ok, let's go, ça peut le faire. Et du coup, je me suis vraiment investi là-dedans, et j'ai remis peut-être 4 ou 5 séances, je sais pas le nombre exact, pour vraiment sortir le bloc. Mais voilà, tout ça pour dire que j'avais un objectif précis, je me suis bien évalué, etc., etc. Et du coup, ça m'a amené à réussir mon objectif. Et ça, c'est le truc le plus satisfaisant. Et je vais conclure le podcast là-dessus. C'est vraiment ça, moi, je trouve, qui est hyper satisfaisant dans l'escalade, c'est que vous façonnez votre pratique à votre image. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire telle ou telle chose, rien ne vous y oblige. Vous pouvez juste vous dire, ok, moi j'ai un objectif très précis, de faire uniquement tel bloc en extérieur, ou telle cotation en salle, tel truc sur la kilter, ou peu importe, et en fait vous mettre vraiment dans votre bulle et vous dire ok, je m'évalue, je me teste, j'essaye de progresser, etc. Et c'est vraiment ça, moi, qui me pousse à toujours m'améliorer, à faire les podcasts, oui, à vous coacher de mieux en mieux, on va dire, en améliorant mes méthodes, mon mode de pensée, etc. C'est aussi pour ça que je fais les podcasts interviews, pour prendre le plus possible de points de vue différents et confronter certaines opinions, etc. Parce que, au final, il y a beaucoup de trucs qui se rejoignent en termes d'opinion, en termes de synthèse, etc. Et en fait, je me rends compte que même si j'avais pas forcément la certitude de faire certaines choses bien, plus je parle à d'autres professionnels ou d'autres personnes hyper qualifiées, etc., plus je me rends compte que 80% des choses, on va dire, on le fait bien, et les 20% qu'il faut optimiser, c'est ça où on dit il faut pas s'endormir, entre guillemets, c'est qu'il faut toujours continuer à se remettre en question, à chercher de l'information, à s'améliorer. Mais pour conclure du coup ce flash numéro 28 sur ton plus gros facteur limitant en escalade, prends le temps vraiment de te poser, d'écrire concrètement tes objectifs, d'écrire ce qui selon toi est un peu ton top 3 de tes facteurs limitants. Et si dans ce top 3, tu manques de structure, tu manques de clarté, tu sais pas concrètement quoi faire, tu sais pas comment structurer ça concrètement, et tu as des points faibles, on va dire précis, comme par exemple, voilà, je manque de rési, je pense que je manque de rési, je manque de force, etc. Là, on va être les plus qualifiés pour t'aider sur tous ces points-là. Donc n'hésite surtout pas à réserver ton appel en description, il y a tous les liens. J'en profite aussi pour reparler vite fait du sponsor NutriPure. Vous avez 10% de réduction sur votre première commande de compléments alimentaires chez NutriPure. Voilà, là je redis un peu les classiques que je mets dans la description, mais vous avez la Whey Isolate, vous avez la créatine, vous avez le collagène, etc. Enfin bref, il y a vraiment tous les compléments sur NutriPure. Si vous avez des questions sur les compléments alimentaires, n'hésitez pas aussi, on vous y répond. N'hésitez pas à aussi laisser une petite review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, etc. Ça fait vraiment la différence pour nous en termes de référencement, de voir que les épisodes vous plaisent. N'hésitez pas aussi à commenter, à interagir avec ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, que vous avez un cas précis, que je sais pas, vous étiez dans une situation un peu comme moi où on vous dit ah mais c'est bon, t'es assez fort, arrête de faire de la force, et qu'au final vous avez arrêté la force, vous êtes blessé, etc. Enfin un peu une sorte de retour d'expérience. N'hésitez pas aussi à le partager, franchement c'est hyper intéressant, vous pouvez même m'envoyer des messages vocaux sur Instagram et tout. C'était Léo, c'était le flash numéro 28, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Normalement quand vous écoutez ce podcast il est samedi après ou samedi matin quand il sort, et je vous retrouve la semaine prochaine pour le flash numéro 29. Ciao ciao et bonne semaine.